This is The Walking Dead. J'avais pas le budget pour abattre. Quand j'étais en terminale, il y a un pote qui m'a dit « Il y a une série de zombies qui est incroyable et il faut impérativement que tu la vois ». Pour une fois, j'avais rien d'autre à faire, pour une fois, j'ai regardé ce qu'on conseillait et ce fut la claque du siècle. The Walking Dead est une série qui m'a suivi pendant des années et elle a forgé chez moi une certaine exigence de qualité scénaristique dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien qu'elle ait eu autant de succès, ce n'est pas pour rien qu'elle est aussi bien notée sur tous les sites de notation car elle restera une des plus belles, une des mieux écrites et une des aventures les plus incroyables qu'il m'ait été donné de vivre. J'en fais trop ? Non ! Si tu as pas vu, hésite pas une seule seconde car dès le premier épisode ce sera une claque intercontinentale et toute la saison 1 ce sera pareil et la saison 2 pareil. Bon après faut aimer le genre bien sûr c'est comme tout, mais la saison 3 pareil. On parlera de technique et d'analyse profonde des sous-lectures de cette série, notamment de ce plan iconique ou même le premier plan de la série. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, beaucoup de sous-lectures, beaucoup de messages cachés, enfin bon, je me suis vraiment éclaté à écrire cette vidéo honnêtement. Puis je ferai une analyse plus globale saison par saison et je finirai par les personnages. À chaque fois, je t'expliquerai point par point pourquoi cette série restera une des plus grandes séries de tous les temps. En finissant par les 3 leçons fondamentales qu'elle essaye de transmettre, notamment une qu'Hollywood n'a absolument pas pris en compte. Je spoilerai le minimum, mais j'irai quand même jusqu'à la saison 9, donc faut vraiment les avoir vus car ce serait trop dommage d'être spoilé. Je parlerai aussi des 2 dernières saisons, mais rapidement, sans vraiment spoiler. Allez, c'est parti pour The Walking Dead, une des séries les plus incroyables que j'ai pu voir dans ma vie. Bon, déjà, il faut savoir que cette série adapte la bande dessinée du même nom. Perso, je n'ai lu que le premier tome, qui était sympa, mais c'est pas trop mon délire, donc je suis pas allé plus loin. Peut-être que je le ferai un jour, car il y a beaucoup de clins d'œil dans la série, notamment des moments limite copier-coller, et c'est normal, c'est une adaptation. Ce qui est important de savoir, c'est que la saison 1 fut développée par Frank Darabont. Ça te dit peut-être rien comme ça, mais déjà niveau qualité, on est au-dessus du firmament, car c'est le réalisateur et scénariste de La Ligne Verte et des Évadés. Je rêve de rencontrer ce mec. Qui est très chiant aussi apparemment, c'est pour ça qu'ils l'ont viré, comme il avait tendance à virer tout le monde. Je te vire, tu me vires par la barbichette. Dès la saison 1, il prend comme décision niveau image de n'utiliser que des caméras 16 mm pour avoir une image très sale. Il veut que l'on ressente la saleté de ce monde détruit, maintenant envahi par les rôdeurs. Et au fur et à mesure des saisons, il y aura une évolution technique qui est presque unique à cette série. Le but est qu'on ressente la saleté de ce monde post-apo et on aura toujours une image avec des couleurs très saturées. En utilisant d'aussi petites pellicules, on a rarement du flou d'arrière-plan à l'image, et ça, c'est pas parce qu'elle est vieille, c'est fait exprès pour casser ce côté cinématographique et s'ancrer dans le réel. Le but est vraiment d'avoir quelque chose de réaliste. Par la suite, ils tourneront toujours avec des caméras 16 mm, mais rajouteront du 35 mm et du numérique en complément. En post-production, ils rajouteront toujours énormément de grains à l'image pour qu'on ne voit pas de différence entre les technologies. Jusqu'à la dernière saison où là on passe en numérique et on aura une image littéralement magnifique. Comme si ça suivait la courbe d'évolution de nos personnages. Au début, ils sont dans un brouillard mental intense. Le monde vient de s'effondrer, ils doivent s'adapter et survivre à chaque journée, faire le deuil de l'ancien monde, faire le deuil des familles perdues, et également faire le deuil des compagnons que l'on perd en cours de route. Tout ça en étant sur la route, en essayant d'établir des lieux sécurisés qui ne le resteront jamais longtemps. Puis il y a Alexandria, l'espoir de revenir à l'ancien monde, l'espoir d'un futur pour eux est enfin possible. Mais il reste la menace principale, les humains. Au fur et à mesure des saisons, l'image se fait plus propre, moins brouillonne, car nos persos entrevoient un avenir possible pour eux. Jusqu'à la dernière avec le Commonwealth, où la question n'est plus de construire des murs, mais de savoir comment on va vivre tous ensemble derrière les murs. Cite-moi une autre série qui a une courbe d'évolution technique en adéquation avec l'état mental de nos persos. C'est fort, Et si je te parle de brouillard mental, ce n'est pas pour rien car ce brouillard revient très souvent dans les moments les plus hard. Le plus important avec le premier épisode de la saison 7 est qu'on découvre ce qu'a fait Negan. Rick accuse le coup de ce qu'il vient de vivre. Mais je pourrais aussi citer le départ de Jésus, ou bien l'attaque de la colline par les chuchoteurs, ou encore les têtes sur les pics en fin de saison 9. Sur l'aspect technique, je reviendrai dessus un peu plus tard car j'ai omis certaines choses exprès et on verra ça. Passons à l'analyse profonde maintenant. Dans le pilote, nous suivrons le personnage le plus fort de cette série qui est Rick Grimes.
Et moi aussi, je l'ai lu de cette façon la première fois, donc t'as pas à te sentir seul. Rick se réveille en sortie de coma et découvre que le monde s'est effondré. Il sera aidé par Morgan, et il y a 2 événements dans ce pilote qui m'ont bouleversé. D'abord, ce moment où Rick dit qu'il est désolé. Il n'était pas là durant l'effondrement et doit faire le deuil du monde dans lequel il vivait. Mais surtout, il était un shérif qui a failli à sa mission en n'étant pas là pour sauver cette personne. Et à côté, nous avons Morgan qui lui n'arrive pas à trouver la force d'abattre sa femme maintenant devenue un rôdeur. Et honnêtement, qui aurait la force de faire ça ? Cette série est très forte car elle utilise des éléments dramatiques extrêmement simples, mais grâce à des acteurs incroyables, une musique et une mise en scène forte, et bien on finit par chialer, tout comme nos persos. En tout cas, moi j'ai chialé, voilà. Tu prends tous les grands événements de cette série et tu verras qu'on retrouve à chaque fois ces 3 points. Musique, mise en scène et acteurs incroyables. Ainsi, Rick décide de partir pour Atlanta à la recherche de sa famille. Nous avons ce fameux plan que je vais pouvoir analyser en profondeur car il utilise là une technique de narration que l'on retrouvera tout le temps. Juste avant ce plan, Rick a trouvé un cheval. L'ambiance est sympa avec une jolie musique genre country. C'est même rigolo car le cheval part à toute vitesse. Et directement on passe à ce plan en hauteur où il rentre dans le champ par le bas et s'arrête. Puis gros plan sur son visage. Très clairement, il fait face maintenant à un danger et hésite. La montée en pression commence, accompagnée de la musique qui s'estompe. Le fait qu'il rentre dans le champ par le bas est voulu car en cinéma, un personnage qui monte va faire l'effort de rentrer dans le champ et de se faire une place. Tandis qu'un perso qui rentre par le haut dominera la situation, ce qu'on voit souvent lorsqu'un perso arrive en descendant des marches. Puis on passe à notre plan iconique. Plan large en hauteur qui est là pour signifier la petitesse de notre héros face à la catastrophe passée. Il est dans une voie vide qui forme un triangle, et plus il avance, et plus il va vers l'endroit dont tout le monde a voulu s'échapper pour signifier le danger à venir. On a présenté les rôdeurs, mais vu qu'ils se dirigent vers l'épicentre de tout, il y a peut-être un danger encore plus grand. Le spectateur se doute ainsi que le danger va arriver d'un coup et casser ce silence très Far West. De plus, le fait qu'il n'y ait que le héros qui casse ce silence démontre au niveau sonore qu'il est un intrus dans l'environnement, et donc une cible. Également, le triangle formé ici n'est pas anodin et typique du réal, qui aime bien représenter la pyramide de Maslow, avec toujours des héros très hauts spirituellement parlant, mais très bas socialement parlant. Ce qui est évident dans un monde où l'objectif principal est de survivre sans se faire bouffer. Ce plan est donc totalement fait en FX, tout ça est vraiment voulu par le réalisateur. Il nous présente le héros de l'histoire car il n'y a qu'un héros pour s'avancer délibérément vers un lieu rempli de dangers. Maintenant qu'il est soigné et qu'il connaît ce monde, il croit pouvoir remonter dans la chaîne alimentaire et être de nouveau en haut de cette pyramide. Pourtant, dans cette ville, il tombera sur un nouvel ennemi, une horde, qui le fera tomber de cheval. Au tout début du pilote, Rick est un flic, mais il est gravement blessé. Durant tout l'épisode, il va se remettre de ses blessures, retrouver son chapeau pour se remettre en selle, et digérer la nouvelle de la fin de la civilisation. Mais pour construire le statut d'un héros, ce n'est pas suffisant, il doit affronter un danger. Voilà pourquoi ce plan apparaît pile ici. Notre personnage est prêt à devenir un héros. Un peu plus tôt, le danger était atténué, le spectateur se dit tout de suite que ce danger n'est pas si énorme que ça, puisqu'il suffit de toujours bien garder ses distances. Mais le fait de surprendre le héros ici, et qu'il se fasse mettre au tapis en 2 secondes, montre au spectateur un univers où le danger est tapis dans l'ombre à chaque seconde. On retrouve cette mécanique dans presque tous les épisodes de la série. Un plan d'ouverture où on envoie les marcheurs de loin ou attachés, donc inoffensifs. Il n'y en a pas beaucoup, on peut les semer facilement. Un peu plus tard, il y a une première montée en pression et ils réapparaissent d'un coup, mais cette fois-ci à quelques mètres de nos héros qui arrivent à s'enfuir. Et un peu plus tard, ils se retrouvent piégés et entourés de rôdeurs. C'est ça une montée en pression. Une mécanique souvent présente avec le perso de Glenn. Là j'aimerais revenir sur les 4 premières minutes du pilote car c'est du chef-d'œuvre de sous-lecture. Ça c'est le premier plan de la série, en gros durant les 4 minutes, il arrive en voiture parce qu'il a besoin d'essence, il voit qu'il n'y a pas d'essence et c'est là qu'il tombe sur l'enfant qui est rôdeur. Voilà. Prenons le premier plan, on y retrouve notre triangle où Rick se trouve tout en haut. Avant que les rôdeurs ne débarquent, Rick était tout en haut de la pyramide, il a un job qu'il aime, une femme et un gosse qu'il aime, bref, tout va bien, il est tout en haut de la pyramide. Puis avançons dans le plan, où là il descend cette fameuse pyramide, car à cause des rôdeurs, comme tout humain, il se retrouve maintenant tout en bas. On peut même aller plus loin, car comme nous lisons de gauche à droite, il est souvent admis dans le cinéma que la droite du cadre représente le futur.
Notre héros avançait tranquillement dans sa vie en voiture vers son futur, sans savoir qu'il redescendrait en fait tout en bas de la chaîne alimentaire. Jusque-là, il avançait avec une voiture car il était dans une civilisation moderne. Mais maintenant, il se retrouve à pied. Cette route qui sépare les deux grandes époques de sa vie, et maintenant il se retrouve dans la nouvelle partie, celle des rôdeurs. On remarque à gauche les panneaux routiers et les feux rouges, signes de la civilisation humaine moderne, mais qui sont absents à droite. Allons encore plus loin car il s'arrête à un carrefour. Le carrefour de sa vie où tout a changé. Son numéro de voiture aussi, 134. Là aussi c'est voulu, hein. Chez les Américains le chiffre 13 porte malheur, donc aucun immeuble n'a d'étage numéro 13. C'est encore plus important ici comme on est dans le genre horreur, mais on y a rajouté un 4. Car oui, un malheur est arrivé, la fin du monde, les rôdeurs, mais il n'est pas définitif car cette série est là pour raconter l'histoire après que ce malheur soit arrivé. Après le chiffre 13, on passe au 14, à la suite. Il se gare à côté de ce camion, et là aussi c'est voulu car les camions sont aujourd'hui la base de notre civilisation moderne. Ce sont eux qui transportent notre nourriture et tout ce qu'on a besoin pour le premier échelon de notre pyramide, qui sont les besoins vitaux. Là, ce camion est couché sur le côté pour bien signifier que la base de notre civilisation s'est effondrée. Et cette voiture retournée, ça a une signification évidemment, hein, je te laisse la deviner. Puis il sort de la voiture et part à la recherche de l'élément de base indispensable de notre civilisation qui est l'essence. Mais il n'y en a plus. Un peu plus loin, il croit être tombé sur un enfant qui est en fait devenu un rôdeur. Là aussi, pour toute civilisation, les enfants représentent l'avenir. Mais il va devoir l'abattre, sous lecture du fait que dans ce premier épisode, il va devoir tuer l'avenir qu'il avait en tête pour lui. La civilisation s'est effondrée et tout avenir qu'il a en tête a maintenant changé. De plus, on était encore dans une époque où il y avait des choses qu'on ne voyait pas à la télé, comme la mort d'un enfant, très souvent c'était hors champ, et là seulement au bout de 4 minutes, on le montre sans censure. Bam! Et je suis obligé de censurer pour pas que YouTube me tombe dessus. Ça fait déjà que 4 minutes et on est déjà devant un film à Oscar. En 4 minutes, on t'a expliqué sans aucun dialogue que la civilisation s'est effondrée comme il n'y a plus d'essence, et donc plus de transport, et qu'en plus, l'avenir de l'humanité au travers de ses enfants n'existe plus. En 4 minutes et sans dialogue. Qu'est-ce que c'est bon d'étudier le travail de gens qui savent bosser ? Donc en conclusion, rien qu'avec ce premier plan du pilote, on t'explique tout le cheminement du pilote en fait. Puisque Rick au tout début est dans sa vie où il est bien, il est en haut de la pyramide, et son cheminement à travers le pilote, à travers ce premier épisode, sera en fait de faire ce chemin jusqu'à la fin de la civilisation, et donc tout en bas de la pyramide. Cette première saison sera très critique envers la civilisation moderne américaine, même au CDC, Jenner lui explique qu'on aurait pu trouver un remède si les humains n'avaient pas été assez bêtes pour être aussi dépendants du pétrole. Le monde entier carbure aux énergies fossiles, y a pas plus stupide que ça. Et je pourrais dire plein de trucs, hein, et je sens que t'en as envie. Bon, par exemple, le moment où Rick est blessé, ils attendent le mec et le descendent, mais lorsqu'il se retourne, un autre mec lui tire dessus. Sous lecture du fait qu'on croit que le danger vient de devant, de l'autre, d'une guerre avec un autre pays, alors que la fin viendra de là où on ne l'attend pas, la maladie. C'est pas pour rien qu'à la fin de l'épisode, il se retrouve piégé dans un char. C'est l'arme ultime de défense contre les autres pays, mais qui là devient pour lui un piège. Et pour sortir de ce char et survivre, il devra tirer parti de la mort de son cheval. Pour un cow-boy, Joey Jumper représente tout ce qui fait son statut de cow-boy. Il devra profiter de sa mort pour s'en sortir. Et ce sera un Asiatique qui le sauvera, alors que ce sont des communistes, l'ennemi par excellence des États-Unis, qui conduit une voiture rouge en plus. On aura un casting multiculturel tout au long des saisons pour bien démontrer que face à la fin du monde, on est tous logés à la même enseigne. Tout comme dans Lost. On a créé le napalm pour la guerre du Vietnam, aujourd'hui on l'utilise contre notre propre population. Pourquoi se battre entre nous alors que le véritable ennemi de la vie, c'est la maladie ? Qui détruira en premier lieu les grandes villes, car ce sont les centres économiques qui définissent la puissance américaine. Et historiquement, qu'est-ce qui a fait la grande puissance des États-Unis ? C'est pas le pétrole, c'est son agriculture. Encore aujourd'hui, ce sont les premiers exportateurs mondiaux de produits agricoles. Du coup, cette nouvelle menace détruit la base historique de la puissance américaine avec cette ferme. Et on se réfugie dans une prison pour bien nous indiquer l'effondrement de notre statut social. Le pire endroit qui soit dans une société en devient maintenant un refuge protecteur du monde et non plus un lieu d'exclusion du monde. Qui sera détruit par un char censé protéger notre société des menaces, des autres pays, mais qui là détruit un refuge possible pour les deux camps. Qu'est-ce qui a vraiment créé ce pays ? C'est la prolifération des fermes avançant toujours plus vers l'ouest, accompagnant l'expansion des trains. On suit les rails jusqu'au terminus, pensant y trouver un havre de paix, alors qu'en fait on rencontre des gens qui mangent d'autres gens.
C'est le déploiement des trains dans toutes les États-Unis qui a permis son développement et son unification. Mais au passage, on a détruit toute la civilisation des Indiens d'Amérique, en mangeant, en grappillant toujours plus de leur territoire. Suivre Walking Dead, c'est aussi revivre l'histoire américaine car c'est un retour au temps du Far West. Et c'est une ville autosuffisante avec des panneaux solaires qui les sauvera. Idée que les écolos veulent généraliser depuis des dizaines d'années, mais qui est toujours contrée par les lobbies. Tiens, un petit point culture, c'est qu'il y a eu des panneaux solaires sur le toit de la Maison Blanche à partir de 79 pour donner exemple. Mais ce con de Reagan les fera retirer à cause des pressions des lobbies jusqu'à ce qu'Obama les remette en 2013. Ensuite, on affronte les sauveurs qui représentent bien les bandes de hors-la-loi qu'il y avait au temps du Far West. Et ça, je t'en parlerai des sous-lectures les concernant avec Negan, mais à la fin, parce que sinon ça va être trop lourd. Et en finissant par le Commonwealth, une société régie par des castes et une royauté tout au sommet. C'est en combattant l'armée britannique durant la guerre d'indépendance que ce pays s'est vraiment unifié. Et il compte sur le redéploiement des trains pour reconstruire la civilisation. Et sa bannière a été très étudiée niveau couleur. Le rouge, c'est le sacrifice et le courage, tandis que le bleu a souvent été associé à la royauté. Le rouge, le peuple, ceux qui bossent, se sacrifient pour ceux qui sont au centre, les rois. Et sur la bannière plus large, on y voit les bandes bleues encadrant le tout. La royauté qui encadre le peuple, maintenant enfermé derrière des murs. Et quand on reprend le drapeau spécialement fait pour l'épisode sur la journée des fondateurs, on remarque bien tout ce bleu incarnant les fondateurs, les dirigeants, qui encadre le peuple en rouge, qui est une minorité car c'est avant tout une fête de bobos, comme c'est la journée des fondateurs. Ah mais cette série est fantastique, il y a un niveau intellectuel merveilleux. C'est aussi pour ça que je m'arrachais les cheveux avec les gens du cinéma français, parce que tout ce qu'ils savaient répéter, c'est que le cinéma américain, c'est pour les abrutis qui veulent pas réfléchir. Alors qu'en disant ça, tu vois, ils faisaient juste que répéter la même chose que les autres, de vrais moutons. Et moi j'étais là avec mon avis personnel, mais comme je suis tout seul à la défendre, je suis pas crédible, donc je suis l'abruti du groupe. D'ailleurs si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, le pouce en l'air et le boost si possible, ça fait toujours plaisir. Niveau sous-lecture et messages cachés, j'en ai encore en stock, mais on verra ça un peu plus loin, sinon ça risque d'être vraiment casse-tête. Bref, continuons. J'ai l'impression de faire un cours à la fac là. La série adore également prendre des gros clichés et les ramener dans le réel. Exemple, Daryl qui est le mec de base aux États-Unis qui est censé être un gros raciste, première chose qu'il fait, il sauve T-Dog qui est noir. Carol, femme battue, toute menue, qui chiale tout le temps, en fait c'est Terminator. Rick, un pur flic qui décide de tuer son meilleur pote et tout un tas de gars au passage et qui décide que la démocratie c'est fini, alors qu'il a défendu la loi et l'ordre toute sa vie. Même Rick, c'est le cliché du shérif avec son chapeau, son gun et son cheval. Et au fur et à mesure, il deviendra ce qu'il avait toujours combattu, un criminel. Bon voilà, faut dire les choses, mais je nuancerai ça dans la partie personnage. D'ailleurs, ils ont lancé une énorme enchère avec plus de 10 000 objets de la série, il y a toutes les motos de Daryl, des véhicules comme le camping-car, le chapeau, la batte de Negan, et je tiens à dire que la personne qui m'offrira le gun de Rick, je lui fais l'amour. Même si juste ma reconnaissance éternelle, ça m'arrangerait. Je mets le site en description, tu verras, il y a vraiment des pépites, notamment plusieurs guns pour Rick. Normal, il y avait celui pour les gros plans, c'est le plus cher, ça démarre à 10 000 $, mais aussi d'autres qui servaient lorsqu'il devait tirer avec. Bref, dans ce plan, nous avons l'émergence du personnage mythique de Rick, que nous suivrons au travers des 9 saisons de la série. Et pour beaucoup, dont moi, son départ marque un peu un désintérêt de la série car c'est ce perso que l'on suit depuis le début. Mais avant d'évoquer les personnages, j'aimerais revenir saison par saison sur ce que j'ai adoré et aussi potentiellement détesté. Si on se refait la série dans son intégralité, on remarque une certaine évolution, certaines plutôt bonnes et d'autres non. Au début, il y a plus d'humour, il y a une recherche d'au moins un plan iconique par épisode, et nos persos sont faibles. Les enjeux vont évoluer au fur et à mesure pour se concentrer sur les humains. C'est quelque chose que j'ai longtemps reproché à la série, c'est que les rôdeurs deviennent finalement une formalité dans ce monde et on ne creuse pas le pourquoi et le comment ils sont arrivés. Parce qu'après leur fuite du CDC, on n'entendra plus jamais parler des étapes de l'épidémie. Ils avaient vendu Fear the Walking Dead comme étant la série qui allait répondre aux questions, et en fait non, que dalle. Même Eugène, c'était un truc de fou, ils vont aller à Washington pour trouver un antivirus et non. Non. Le décor est placé et le principal c'est comment évoluent nos personnages dans ce décor. C'est quelque chose que j'ai trouvé dommage et c'est pour ça que je ne regarde pas The Last of Us car ils ont voulu refaire exactement la même chose, c'est-à-dire se concentrer sur les persos. Et après toutes les saisons de Walking Dead ou de Fear, j'en ai un peu marre perso.
On remarque aussi qu'en fait, Shail avait raison depuis le début, c'est lui qu'il fallait écouter. Mais je pense pas qu'il aurait réussi à être un aussi bon chef que Rick. J'en reparle un peu plus tard. La saison 1, composée de 6 épisodes, passe à toute vitesse. La saison 2, avec ses 13 épisodes, se calme. On se retrouve dans cette ferme avec 2 arcs. Le premier, celui de Sophia, et ensuite celui de Shail. C'est ça qui est sympa quand tu revois la série, c'est de voir à quel point ils étaient faibles. Tu prends Andrea, perso, je l'ai toujours détestée. Durant la saison 2, tout ce qu'elle veut c'est avoir un flingue, et dans la 3e saison, elle n'a Dieu que pour le gouverneur. Elle a vraiment aucun intérêt. Bon après, c'est vrai que les moments où elle est à poil, ça fait plaisir. Je ne suis qu'un homme, faible. Tout comme Carol qui est hyper faible. Elle sera pendant longtemps celle qu'on doit protéger. Elle chiale tout le temps. Pourtant, finalement, ça part toujours en couille quand elle est pas là. Il y a que Daryl qui changera pas en fait. Il y a rien qui a changé pour lui. Ils auraient pu jouer la facilité en rendant leur perso surpuissant dès la 2e saison, mais non, il faudra vraiment attendre la fin de la saison 4 pour avoir les persos qu'on connaît aujourd'hui. Ça aussi dans les commentaires, ça revient tout le temps, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté la série après la prison, alors qu'en fait, mais tout le meilleur de la série, c'est à partir du moment où ils arrivent à Alexandria. Ensuite, la saison 3, bon, je sais que c'est la préférée de certains, pourtant j'ai jamais aimé le gouverneur. J'ai toujours trouvé que c'était une vraie tête à claque, il est increvable, il a aucun charisme, faudra vraiment m'expliquer comment les meufs peuvent le trouver attirant. Negan, ok, il y a le côté ultra bad boy, mais le gouverneur, là je pige pas. Et à cause de lui, il y a un de mes plus grands traumatismes, la mort d'Herschel, celle qu'on n'attendait pas. D'ailleurs, l'acteur reviendra dans une séquence de rêve avec Rick dans la saison 9, et ce sera sa dernière apparition car il mourra quelques mois plus tard. Un personnage si bon qui avait sauvé Carl. Et c'est sur cet aspect je trouve que la série est la plus forte. Elle nous surprend. Aucun personnage n'est jamais à l'abri et au fur et à mesure des saisons, elle fera toujours en sorte d'avoir des événements ou des morts emblématiques qui surprennent. C'est pour ça que j'ai tendance à être aussi dur envers beaucoup de films, c'est parce que je suis rarement surpris, souvent je sais comment ça va se dérouler genre 20 minutes à l'avance. Mais avec cette série, ça n'a jamais été le cas. En écrivant cette vidéo, tu vois, j'ai bien réfléchi et c'est vrai que il n'y a aucun perso où j'avais deviné à l'avance qu'il allait mourir. Parce que me surprendre aujourd'hui, faut y aller. J'ai été encore plus happé à partir de la saison 4, car on creuse plus les choses, on creuse nos personnages. On aura par exemple cet épisode plutôt difficile où Carol comprend ce qu'elle doit faire de Lizzie. Allez, regarde les fleurs. C'est cet événement qui la fera devenir Terminator. On creuse enfin le perso de Daryl qui raconte son histoire. C'est à partir de cet épisode avec Bev que j'ai commencé à l'aimer car c'est un perso très silencieux. Et moi les persos silencieux, c'est pas trop mon truc. Peut-être que si j'avais continué à le chercher, et ton père, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. On rencontre aussi Rosita, Eugène et Abraham. Et qu'est-ce que j'aime Abraham, Moi les barbares qui défoncent tout, c'est les meilleurs. Mais après larguer Rosita, bon, perso je l'aurais jamais fait, parce que c'est une crème cette fille. Surtout franchement pas de cette façon. Oh je suis amoureux. Rosita que je l'adore, elle est tellement sexy, oh my god. Mais surtout, c'est pas la princesse qu'on doit sauver. Quand je te parlais des clichés qu'on prend à l'envers, c'est encore un bon exemple. Cette longue route sur les rails, c'est aussi l'occasion de mieux comprendre la dynamique de Carl et de son père. D'ailleurs, dans cet épisode, Rick met son fameux manteau de la Dark Era. Ah là là. Ce perso et cet acteur s'est toujours pris une avalanche de haters et j'ai jamais compris car j'ai toujours aimé son perso. Ça aussi, la série prend en compte une différence avec les jeunes qui ont grandi dans ce monde post-apo. Pour eux, c'est la normalité, donc ils voient le monde différemment. C'est bien pensé car Carl pense à l'avenir, tandis que son père reste pendant longtemps à vivre au jour le jour. Non, pour moi, le meilleur de la série commence avec le départ de la prison. C'était une bonne chose de les séparer quand on les creuse individuellement. Ils bougent sans arrêt et découvrent des endroits abandonnés. Jusqu'à ce qu'ils se rejoignent, et d'ailleurs, toute la partie dans le terminus, c'était très bien que ce soit rapide, car toute la partie à Woodbury a vraiment été trop longue. J'ai beaucoup aimé, surtout qu'on est dans la Dark Era de Rick, prêt à tout pour survivre. Comme ce moment où il mord le cou du mec pour sauver Carl. Ou dans l'église aussi, oh là là là. Maintenant réunis, ils affrontent les événements jusqu'à Alexandria. Ce moment où ils doivent retenir les portes de la grange. Y a pas une ligne de dialogue et c'est ce qui les soudera à tout jamais. J'adore cet épisode, il continue d'avancer alors qu'il meurt de soif. Jusqu'à enfin rencontrer Aaron et il se laisse pas faire. C'est ça qui est enfin un très grand perso, c'est que Rick a de la folie en lui, une rage qu'il n'active que pour sauver sa famille. Parce que tout ce qui compte maintenant, c'est de survivre. À n'importe quel prix. Dehors, les gens cherchent toujours à avoir l'avantage sur vous. Ils profitent de la moindre de vos faiblesses.
vous n'avez de valeur pour eux que si vous détenez quelque chose qui les intéresse. Que si vous pouvez être utile à leur survie. C'est fou comme une série entière peut tenir uniquement grâce à un seul perso, et c'est pour ça que j'admire énormément Andrew Lincoln, et plus largement tous les acteurs de Walking Dead, c'est parce qu'ils vivent vraiment totalement dans la peau de leur personnage. Ils passent des journées à cramer au soleil, à se traîner dans la boue, à être couverts de tout un tas de trucs, de suer de partout, et ils ont fait un taf exceptionnel. C'est aussi sur cet aspect que cette série est géniale, car la grande majorité sera tournée en extérieur. Même les intérieurs, très souvent, ce ne sont pas des décors, mais des vraies maisons. Celles d'Alexandria ont véritablement été construites comme de vraies maisons, ce qui donne plus de vrai car les fenêtres sont ouvertes. Et on voit l'extérieur, et ça se voit que c'est pas du fond vert. Et j'ai oublié de parler de Tyrese, mon autre grand traumatisme. J'ai adoré ce perso car il avait tellement d'humanité en lui, il était d'une si grande bonté tout en étant un vrai barbare quand il le voulait, et sa mort m'a surpris, tout comme celle de Beth. C'est là où je trouve que les problèmes commencent. Ça reste mon avis, mais avec ces deux persos, on entre un peu dans une ère où on tue les persos uniquement pour surprendre le spectateur et lui rappeler que le danger est toujours là. Et non pas parce qu'on avait fait le tour du personnage. Beth et Tyrese avaient encore beaucoup à donner à la série, et leur mort aussi brutale et aussi conne, parce que pour Beth, genre elle a poignardé l'autre là avec un mini ciseau, mais ça sert à quoi? Tout ça pour permettre à Noah de s'enfuir, mais il mourra 2 épisodes plus tard. Voilà, très utile, merci, au revoir. Puis il y a ce moment. Là, tu as peut-être capté un truc, mais pourquoi on est aussi loin? Pourquoi est-ce que toutes les séquences d'émotion de cette série sont filmées à la longue focale ou en plan large? Comme je dis souvent, si tu sais pas où poser ta caméra, eh bien tu imagines où toi tu serais dans le décor durant cette scène. Et c'est là que la caméra devra être positionnée. Quand on a vécu plusieurs deuils, en particulier lorsqu'on apprend la nouvelle en étant en groupe, eh bien le premier réflexe n'est pas de se faire des câlins. On accuse le coup, on est tétanisé, et il y a même une envie d'isolement. Et ça je le sais car je l'ai beaucoup trop vécu, voilà, j'adore ma vie, c'est l'éclat total. Et du coup, comme c'est une immense série, eh bien nous n'aurons pas de gros plans larmoyants bien proches des acteurs, tout simplement car en vrai, on serait resté à distance pour encaisser le choc. Tous les moments intenses de la série seront filmés à distance, car en vrai, on sera resté dans notre coin et ça rajoute encore plus d'émotion au tout. Rick s'effondre à gauche car c'est son passé avec Laurie qu'il pleure. Rick et Michonne pleurent Carl, là encore plan large, on garde nos distances tandis que nos amis tournés vers la gauche pleurent ce qu'ils ont perdu. On abandonne Tyrese sur la route car on perd notre ami en direction d'Alexandria et on est loin de tout ça encore une fois. On découvre les têtes sur les pics et là on est proche de nos persos car ils remontaient ensemble cette colline. On remontait avec eux cette colline, donc c'est logique que l'on soit proche d'eux. Tous regardant vers la droite car c'est l'avenir horrible qui les attend. Mais on finit sur un plan large. On est proche d'Abraham et au sol, à la même hauteur que nos persos, car en tant que spectateurs, nous sommes nous aussi à genoux attendant de subir la colère de Negan. Ici les phares de la voiture tournés vers la gauche du cadre car c'est l'âme, la lumière de Glenn qui s'en va. En direction de la gauche car il fait déjà partie du passé. Oh là là, comment je pourrais aimer une autre femme alors que The Walking Dead remplit déjà tout mon cœur? Mais bref, je me suis un peu éloigné du sujet, passons à Tyrese. L'épisode de son départ est très beau, très méta, avec des références à sa vie comme la radio et le retour des filles et du gouverneur. C'est un joli épisode, mais perso, son départ, je l'ai pas accepté. Il avait encore plein de choses à donner, il était d'une si grande bonté, tout comme Herschel. Ce qui fait qu'avec autant de morts, je comprends pourquoi beaucoup de gens aient arrêté la série à la suite de la mort de Glenn et Abraham. La série veut surprendre, mais à force, on sait que tous les persos finiront par mourir. Finalement, on en devient comme nos persos à ne plus vouloir s'attacher aux persos car on connaît déjà leur finalité. Et dit comme ça, c'est beau qu'en tant que spectateur, on finisse par devenir comme les personnages. C'est fort, mais cette surabondance de personnages qui finiront tous de la même manière, ça fatigue. Bref, durant cette phase à Alexandria, il y aura beaucoup d'autres morts, dont certains, on est d'accord, c'était très bien, comme le fils de la mère, oh là là. Ou le fils de la blonde, là aussi, ça faisait plaisir, le chialeur là. J'adore aussi le grand retour de Morgan qui découvre ce que Rick est devenu. Magnifique fin de saison. Et là arrive le meilleur, l'arrivée de Negan. Comme beaucoup, j'ai attendu ce premier épisode de la saison 7 et toutes les spéculations autour pour savoir qui était vraiment mort. D'ailleurs, ce lieu de tournage dans la forêt est le même lieu que celui de l'église de Gabriel, puisqu'ils ont détruit l'église après le tournage. Et comme beaucoup, cet épisode m'a vraiment trauma, à tel point que j'ai arrêté de regarder la série pendant un moment. C'est des morts que j'ai trouvés injustes.
Abraham qui se fait tuer comme ça, alors qu'il aurait dû avoir droit à sa mort au combat, comme tout guerrier viking. Et en plus en faisant le signe à Sacha qu'il partait, oh là là. Je l'ai revu cet épisode pour la première fois il y a pas longtemps, et il m'a retourné le bide, encore une fois. J'admire et je déteste profondément les 2 épisodes de cette nuit. Pareil pour Glenn, si imprévisible et si sale. Alors oui, c'est le but, surprendre et choquer le spectateur, mais je pense que tu peux le faire sans pour autant ridiculiser ton personnage. Pour Glenn spécifiquement, j'ai trouvé que l'œil qui sort de l'orbite, c'était un peu de l'acharnement, et franchement la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment très énervé. Je pense qu'ils ont voulu surfer un peu sur la vague Game of Thrones, qui avait tendance à être très sale pour choquer, mais là c'est allé trop loin. Cependant, c'est aussi là-dessus où tu comprends que tu es face à des épisodes à Oscar. J'admire énormément la mise en scène, le montage et les couilles qu'il faut avoir pour faire ça. Mais en même temps, je déteste profondément cet épisode car il m'a choqué et m'a fait pleurer. Encore. Pourtant, je trouve que la suite est vraiment excellente. On découvre d'autres villes avec le royaume, Ézéchiel et son tigre, la colline et la déchetterie avec Jadis, on fait des alliances pour contrer les sauveurs. Alors oui, c'est lent, il y a des épisodes un peu à rallonge car ils nous font languir le moment où Rick va enfin tout faire péter, mais c'est ça le suspense. Si on te donne tout immédiatement, ça perd de sa valeur. Et durant la saison 8, c'est mitraillage à tout va. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saison 8 car avec la mort de Carl, il y a une certaine leçon à vouloir préserver la vie. Rick veut faire cesser les tueries et rappeler que le vrai danger ce sont les rôdeurs. J'adore tout son discours à la fin, j'adore qu'Eugène ait réussi à battre tout le monde, j'adore tous les flash forward au travers de la saison, j'adore toutes les discussions entre Negan et Rick. Je sais pas trop pourquoi cette saison 8 est considérée comme la plus faible, car perso je trouve qu'elle atteint son prime à ce moment-là. On en oublie un peu les rôdeurs, mais le cœur de cette série, c'est les conflits entre les derniers humains. Donc c'est cohérent. Et si durant la saison 7 et 8, beaucoup de spectateurs sont partis, c'est parce que la série leur refusait ce qu'ils voulaient. Et je comprends, hein, moi aussi j'étais frustré que Rick ne pète pas un câble tout de suite, mais c'est sur ce point aussi que ça en fait une grande série. On souffre autant que nos persos qui ne voient pas le bout du tunnel. C'est interminable, car c'est aussi interminable pour nos persos. On nous refuse même la mort de Negan. C'est horrible qu'on n'ait pas cette satisfaction de la fin de cet être abject. Mais c'est bien plus dur pour Rick, en ne le tuant pas, il respecte la dernière volonté de son fils. Et c'est la chose la plus difficile qu'il ait faite dans sa vie. C'est pour ça que c'est une grande série, car elle ne fait pas l'erreur de vouloir plaire aux spectateurs, elle ne fait pas l'erreur d'assouvir ce besoin de vengeance. Elle te fait souffrir autant qu'elle fait souffrir ses personnages. Et n'oublions pas que Rosita est la seule à avoir eu les couilles d'affronter Negan. Voilà, encore une fois, je t'aime toi. Et si finalement, la série n'aurait pas dû s'arrêter là? Il y a quand même certains bons trucs dans la suite. Mais globalement, avec l'arrivée des chuchoteurs, je trouve que la série en perd son intérêt. Ils sont arrivés trop tôt. Ils auraient dû faire une saison complète sur le vivre ensemble en communauté. Survivre, essayer de contacter d'autres communautés, enfin bon. Je trouve qu'un nouvel ennemi est arrivé trop tôt. Surtout un ennemi moins bon que Negan, car même si je le déteste, au moins il a toujours eu de bonnes punchlines. Au contraire d'Alpha où finalement c'est juste une malade mentale. C'est un des points dommages de cette série, c'est qu'ils se sentent obligés d'avoir un grand ennemi central, alors qu'ils auraient dû se poser une saison entière sur l'aspect survie, chercher de la bouffe, etc. Ils auraient dû attendre avant de nous balancer la menace des chuchoteurs. Des chuchoteurs, j'ai du mal avec ce nom de merde. Tu vois, ça montre à quel point je les aime pas. Et ça se cumule aussi avec le départ de Rick, Maggie et Michonne dans la saison 9. Il reste plus que Carol et Daryl dans les anciens. L'épisode du départ de Rick est magnifique avec le retour d'Herschel, Sacha et Shane. La fin de saison qui est excellente aussi avec la scène des têtes sur les pics. Une scène vraiment hyper forte. Mais encore une fois, on tue des persos et on fait souffrir ceux qui restent. Encore une fois. Ça commence à faire trop. La saison 10 est la plus inintéressante à mon goût car on combat un ennemi sans intérêt, les chuchoteurs. Il y a quand même des moments extra et on retrouve le fait que le vrai danger vienne des rôdeurs, mais bon, il y a beaucoup d'épisodes dispensables. Tous les épisodes sur le passé d'Alpha, franchement, pour moi, c'est à la benne. Heureusement, la saison 11, qui est en fait 2 saisons en une, ramène un peu de grandeur et de passion. J'ai bien aimé cette dernière saison avec le Commonwealth et elle montre que la série peut vraiment continuer de vivre sans Rick. Tu as le retour de Maggie qui fait du bien car Carol et Daryl ne pouvaient pas réussir à tenir la série à eux seuls, mais globalement tout ça fait répétitif, tu sens que c'était le bon moment de conclure. Mais en même temps, cette dernière saison montre qu'elle peut rester passionnante même sans Rick, ce qui était vraiment pas gagné. Je te conseille quand même d'aller jusqu'au bout car le final est bon.
On passe au tournage en numérique, donc il y a vraiment des images magnifiques. Le chef-op s'est vraiment éclaté et on retrouve des plans recherchés qu'on avait dans les premières saisons. C'est d'ailleurs la série à voir en Blu-ray, parce que l'algo de compression utilisé sur Netflix ou les autres plateformes, c'est pas fait pour une image avec du grain vacillant, donc en Blu-ray on a vraiment une image magnifique. Alors que sur Netflix, limite, il y a des fois on est sur du DVD RIP, franchement des fois c'est horrible. Encore une fois je te conseille la saison 11 qui est une sacrée dénonciation du système capitaliste dans lequel on doit vivre. Nos amis habitués à survivre en totale liberté retrouvent leur vie d'avant avec les différentes castes d'une société malade. Ils abandonnent leur liberté en échange d'une certaine sécurité, mais ils doivent pour ça travailler et gagner de l'argent, tout en ayant moins de privilèges que ceux étant nés dans la bonne famille. C'est un grand choc pour eux qui s'étaient habitués à une vie de liberté, de revenir à une société de caste dans laquelle on vit nous aussi. Cette dernière saison est vraiment bien, il y a des choses à améliorer évidemment, mais globalement faut pas hésiter à la voir. Maintenant passons à tous les points qui font que The Walking Dead est une des plus grandes séries de tous les temps. Là c'est l'occasion pour moi de te parler de la plus grande force de cette série, l'écriture de ses personnages. Frank Darabont le disait dès la saison 1, il n'y aura jamais de réponse concernant l'univers de Walking Dead. Comment tout ça a commencé, comment on viendra à bout des rôdeurs, ce qui fait qu'il y a avec les saisons une redondance qui en devient lassante. On présente un perso auquel on s'attache, il reste une saison ou deux, et puis on le fait clamser. Ce qui fait que quand t'arrives à la saison 10, il y a quasi plus aucun perso du cast d'origine. Mais finalement, ça casse cet intérêt car tu sais comment ça va se finir et t'as plus envie de t'attacher aux nouveaux persos. Il y a un moment, on a envie que ça s'arrête et on a aussi envie que nos persos ne soient plus torturés par les scénaristes. Rick Grimes est un de mes personnages préférés et aussi le plus puissant. Il deviendra au fur et à mesure des épreuves plus fort, plus fou aussi, mais il gardera toujours cette valeur, celle de défendre sa famille à tout prix, quitte à se perdre lui-même. Rick deviendra l'image de cette série, on ne saura jamais comment il réagira, et je retiendrai ce moment où Carl est en danger, où il arrache la gorge de l'autre, là, j'étais en mode « Wouah !» Non mais il y a plein de moments comme ça dans la série, j'étais en mode « What ?» Bon, souvent c'était avec Rick en plus. Où la première fois qu'il débarque à Cohen, direct, il bute un mec devant tout le monde et il fait « Quoi ? C'est ça qui la rend passionnante, c'est que rien ni personne n'est jamais à l'abri. Il peut se passer un truc que t'auras pas vu venir comme ça, quoi. Tu prends Herschel, notre bon vieux Père Noël, et c'est la première mort traumatisante de la série, mais qui l'aurait vu venir ? Tyrese, bon, voilà, j'en avais parlé, mais la mort de Carl, qui aurait pu la prévoir ? Surtout de cette manière, car ils auraient pu faire en sorte que ce soit une source de motivation pour Rick et qui casse tout. Mais non, même pas, au contraire. C'est la grande force de cette série, c'est de toujours surprendre et d'amener les choses différemment. L'épisode où ils doivent reprendre Alexandria, qui est envahie par les rôdeurs et que Rick doit donner exemple pour motiver tout le monde. C'est ça aussi qui en fait un grand chef, c'est que Rick montre toujours l'exemple. Il se sacrifie toujours. Il est là pour les autres. Et il bosse, quoi. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il a une des meilleures VF de tous les temps. On a vraiment beaucoup de chance dans ce pays. Il y a plein de moments que je trouve bien plus forts en VF qu'en VO. Et ça grâce à son doubleur. Après, cet épisode fait un peu partie des trucs que je qualifie de tirer par les cheveux. Il y en a quelques-uns dans la série, genre les chuchoteurs. Déjà maintenant, il suffit de mettre un masque pour devenir invisible. Va savoir comment. C'est dans les comics aussi, mais ça n'empêche que c'est abusé. Tu trouves pas ? Sa coupe de cheveux à elle aussi, explique-moi comment, dans un monde post-apo, t'arrives à garder une coupe aussi nickel. Ça les gars, c'est un budget coiffure chaque semaine, Mais bon, j'ai oublié le sujet de ce chapitre que sont les personnages. Carol est pour moi une idole absolue pour toutes les femmes battues. Elle a perdu sa fille et son fils, s'est fait tabasser par un gros enfoiré pendant des années, et pourtant c'est la plus incroyable du groupe. Daryl et Carol sont des personnages qui se comprennent car ils ont vécu dans la même ambiance de vie avant l'arrivée des rôdeurs. Tous les deux étaient maltraités et manipulés par les gens proches d'eux. Leur bonté et leur force étaient cachées par les personnes horribles qui les entouraient. Et c'est cet événement qui leur a fait comprendre qu'ils pensaient être faibles à cause des manipulations qu'ils subissaient, et non pas parce qu'ils étaient faibles. Bizarrement, l'arrivée des rôdeurs les a en quelque sorte sauvés car Carol serait sûrement morte sous les coups de son mari, et Daryl aurait fini en prison ou tué dans une fusillade. C'est là toute la force de cette série, c'est de prendre des personnages et de voir comment ils évoluent par rapport à leurs clichés de base. Oh là là, que j'adore Carol, quand elle détruit à elle toute seule le terminus, ou encore quand elle met le feu au sauveur. À son arrivée à Alexandria, j'avais pas réussi à comprendre au premier visionnage qu'elle jouait le jeu de la pauvre petite femme dépassée par les événements, et pourtant elle est géniale car personne ne la prend comme une menace réelle. Tous les yeux sont rivés sur Rick et Daryl, alors qu'en fait elle est niveau 100. Elle joue clairement avec son cliché. Tu prends Rosita, elle est intelligente, belle et se débrouille toute seule.
Bien loin de ce qu'on pourrait attendre d'une fille qui s'habille comme ça. Et je tiens à remercier le département maquillage d'avoir repris exactement sa tenue dans les comics. Voilà, c'était une merveilleuse décision et tous les hommes de la planète vous remercient. Prenons-en un autre, Gabriel. Au début, je n'ai pas vraiment aimé son personnage, très moralisateur et pleurnichard. Et pourtant, saison 11, c'est un prêtre qui est sniper, gars. Call me Gabriel. C'est génial, je l'adore, c'est un skin Call of Duty IRL. Par contre, leur couple avec Rosita, j'ai pas du tout compris cette décision. À quel moment ils vont bien ensemble? Autant Rick et Michonne, oui, pas de problème. Negan et Alpha, allez, pourquoi pas. Mais eux deux... Bon... Glenn et Maggie, c'était genre parfait. J'ai toujours adoré le personnage de Glenn car je me suis toujours bien identifié à lui, le petit gars, le plus jeune du groupe, intelligent mais un peu invisible. Et pourtant, il ne change jamais vraiment. Il s'endurcit avec les épreuves, c'est un vrai survivant mais il garde son cœur et son âme intacts. À la base, il était un simple livreur de pizza. Personne n'aurait parié sur lui pour survivre. Et pourtant... Son couple avec Maggie était parfait, c'était le premier couple à s'être formé après l'arrivée des rôdeurs, le premier couple où l'on entrevoyait un futur joyeux possible. T'as fini? Fini? Tu viens? Du coup, sa mort, et de cette manière, ça a vraiment été un immense choc pour moi. Surtout pour Maggie, elle avait déjà perdu toute sa famille. C'est pour ça que je déteste cet épisode de la saison 7, je me souviens être en mode ultra choqué par la mort d'Abraham avec les larmes aux yeux, et d'un coup, comme ça, sans prévenir, ça tombe sur Glenn. J'avais envie de l'étrangler le scénariste à ce moment-là. Franchement, l'épisode du trauma. Autre personnage que j'adore, c'est Morgan. Si on devait trouver un équivalent à Rick en termes de personnage fort, ayant une certaine folie, mais qui garde un esprit juste, eh bien c'est Morgan. Difficile de dire s'il a vécu pire que Rick, mais il a réussi à s'en sortir. Plusieurs fois il est tombé dans une semi-folie, et j'adore tellement ce personnage car il a tout perdu, vraiment tout, et ne demande qu'à être achevé. C'est pas bien de faire ça. Je sais que c'est pas bien. Mais ça veut pas dire que j'ai tort. Finalement, il attend juste d'être le prochain à partir au ciel pour rejoindre sa famille. Il se déteste d'avoir été si faible, de ne pas avoir réussi à achever sa femme, et il a perdu son fils à cause de ça. Et j'ai trouvé ça super qu'il le transfère dans Sphere, car cette série avait vraiment bien besoin d'un personnage fort. Autre personnage, tu as Aaron, un personnage empli de bonté, et bien là aussi c'est avec ce genre d'exemple qu'on voit que c'est une immense série. Il est gay et son amoureux c'est Eric. Dans son histoire c'est un détail, mais il faut que j'en parle. Leur couple marche très bien et la série ne fait pas l'erreur monumentale de plein de séries Netflix en présentant des gays hyper clichés et hyper sexualisés, ce qui est vraiment devenu insupportable. Dans une série Netflix, un gay a forcément envie de sauter tout le monde. Alors qu'Aaron et Eric représentent très bien les couples gays qu'on rencontre dans la vraie vie. Ils s'aiment, ne sont pas maniérés, ils sont normaux quoi. Encore le cliché gay dans Scary Movie, ça me fait rire, mais dans la plupart des séries Netflix, perso je peux plus. Aaron et Eric sont deux personnages forts et la perte d'Eric est monumentale dans la saison 8. C'est si terrible ce qui lui arrive, tellement injuste. En bref, je l'adore. Et si je t'analysais ce plan au passage? Les arbres c'est la construction d'une famille, d'un amour, et ce grand arbre au fond les représente. Mais ils ne sont pas positionnés à sa base. Ils sont positionnés juste à droite, car ils ont construit ensemble cet amour qui a maintenant grandi. Mais maintenant, ils vont devoir se séparer. Eric, assis sur cet arbre au niveau des racines, car ce nouvel arbre, ce nouveau futur pour Aaron, aura comme base cet amour avec Eric. Il sera la base du nouvel arbre de vie d'Aaron qu'il construira dans le futur, comme il est à droite. Non mais elle est magnifique cette image, regarde, ça forme un cœur parfait à leur position de tête. Et on retrouve notre long plan, longue focale, lorsqu'il a perdu son amour. Ah, comment ne pas aimer The Walking Dead? Et avec tout ça, c'est vrai que je n'ai pas parlé de Michonne. Au début aussi, j'ai pas accroché. Franchement, je l'aimais pas, elle disait jamais rien, et pourtant, mais quelle badass, quel samouraï! Elle est totalement le miroir de Rick! Comme tout le monde, j'ai été très surpris qu'ils se mettent ensemble, et pourtant, c'est tout à fait logique, Rick a tendance à être toujours dans les extrêmes, et elle a toujours été là pour le calmer. Ils sont complémentaires, donc leur couple fonctionne bien. Bon, maintenant je vais passer rapidement sur les persos, sinon ça va durer des heures. Ezekiel avec son tigre, tellement badass, mais aussi un homme si doux et si spirituel. Et aujourd'hui, nous commençons à refaçonner ce monde. Pour ton enfant et tous ceux qui suivront. Alors mettons-nous à l'ouvrage. Enid, j'aurais tellement voulu que ça marche avec Carl et qu'ils aient un bel avenir. Mais non. Bon, en même temps, elle était un peu transparente, donc je comprends l'envie de la faire partir. Dwight, lui aussi, il s'en est pris plein la tête, littéralement. Et pourtant, il décide de faire les choses bien à la fin, car quitte à mourir, autant être dans le bon camp. Jerry aussi, je l'adore, l'ami qu'on rêverait tous d'avoir. Negan, qui est tellement drôle, avec toujours les bonnes phrases.
mais perso lui, tu vois, pour l'honneur de Glenn et d'Abraham, je peux pas l'apprécier. Hein. C'est difficile car il est cool, mais je lui en voudrais toujours pour Glenn et Abraham. Toujours. Quand j'ai su qu'ils allaient faire une série sur lui et Maggie, franchement j'étais bien vénère. Quand ils l'ont fait sortir de prison aussi, tu nous as privés de Glenn et Abraham, t'as torturé nos persos pendant 2 saisons. À cause de toi, Alexandria et les collines ont été détruites. Tu peux te cacher derrière les phrases du genre « chaque personne est une force ». Pourtant, quand t'as su que toute la communauté de jadis avait été décimée, t'as été en colère quoi 5 minutes ? Et j'avoue que c'était extrêmement satisfaisant ce moment où Maggie va pour le tuer et qu'il se traîne par terre en chialant là. The bonheur. Ou encore le moment où il pleure Lucille, ça aussi, the bonheur. Mais bref. Laurie, personnage hautement détesté de la communauté, et j'ai tellement pleuré avec Rick et Carl à ce moment-là. Grand moment très repris sous forme de mème, mais qui m'a tellement touché, hein. C'est un des moments les plus forts de cette série. Et en parlant, là, j'ai envie de me refaire la série encore une fois. Sacha aussi, je comprends qu'il l'ait fait partir car sans Tyrese, elle n'avait plus grand intérêt. Mais elle part en faisant honneur à Abraham. J'ai trouvé ça magnifique cet épisode. Tout comme l'épisode du départ de Rick, lui qui voulait garder le lien entre les communautés est obligé de détruire ce pont pour sauver sa famille. C'est un épisode hommage au personnage que je trouve magnifique. Ce moment si terrible où Daryl ne peut même pas sauver son frère. Ce moment si terrible où Michonne n'a pas le temps de sauver celui qu'elle aime. En bref, ce moment, suspendu dans le temps, qui marque son départ. Il accepte enfin que les communautés puissent continuer à vivre sans lui, sous lecture que la série pouvait continuer à évoluer sans lui. Andrew Lincoln était justement épuisé du travail aussi intense sur la série, ce qui peut se comprendre, hein, c'est pour ça qu'on l'a autant aimé, c'est parce qu'il s'est donné corps et âme à son personnage, mais aussi car ses enfants avaient grandi et il voulait s'occuper d'eux. Et ce départ de Rick, cet épisode est vraiment très très fort, hein. C'est un des meilleurs épisodes qu'ils aient fait de la série. Finissons par Judith, qui est une des grandes réussites du casting, avec son petit sabre, elle est vraiment trop chou et l'actrice qu'ils ont choisie est parfaite. Ce personnage apporte énormément aux 2 dernières saisons car on y retrouve un peu de Rick et de Carl. Et rien que d'en parler, ça me rappelle ce dernier moment où Carl et Judith posent leurs mains sur l'entrée de la maison. Bon sang, cet épisode est tellement triste. Bon, je pense avoir fait le tour des personnages, maintenant passons aux 3 leçons essentielles que cette série nous apporte et qu'elle apporte à Hollywood. The Walking Dead démontre qu'il n'y a pas besoin d'avoir des plans magnifiques pour être happé. Il n'y a pas besoin de 3 ans d'attente pour faire des saisons dantesques. Est-ce qu'on en parle de Stranger Things ou de mercredi ? Il n'y a pas besoin d'effets spéciaux incroyables pour créer une histoire qu'on a envie de suivre. Tu peux avoir une technique à la ramasse, car oui, voilà, c'est le cas dans The Walking Dead, mais bon, c'est voulu. Et pourtant, comme t'as une base de scénario et de personnages parfaite, eh bien, tu es happé dans cet univers. The Walking Dead, comme plein d'autres séries, montre bien qu'on peut faire une saison par an tout en gardant un haut niveau de qualité, et ça, car tout part d'une base solide qui est l'écriture des personnages. Tu vas me dire, oui, ça vaut pour les séries, mais pour les films c'est plus compliqué, il y a moins de temps pour développer les personnages, et je suis un peu d'accord, mais alors, comment expliquer qu'en 40 minutes je suis déjà à fond derrière Rick ? Comment expliquer que Morgan a déjà toute mon admiration en 40 minutes ? Eh bien, c'est parce que l'on garde au centre de tout nos personnages en utilisant des thèmes dramatiques profonds et forts. Le décor reste un décor et n'a d'utilité que d'être un fond un peu flou et interchangeable dans lequel nos personnages évoluent. Et c'est là que j'arrive à la deuxième leçon, le centre de toute œuvre artistique vient de ces personnages. Ils doivent être bons, qu'on ait envie d'être leurs amis et qu'ils évoluent. Si tu prends des personnages médiocres et idiots, ça peut marcher pour certains films, mais pas pour tous. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on nous présente sans arrêt des personnages qui n'ont aucune valeur, qui sont un peu cons sur les bords, et donc on peut se moquer d'eux. Mais est-ce qu'on a envie de les suivre pendant 2 heures ? Ah non ! On doit admirer les personnages pour avoir envie de les suivre. Tu prends tous les personnages de la série, eh bien ils étaient tous des gens bien avant l'apocalypse zombie. Et ils ont dû tous prendre de grandes décisions en essayant de garder leurs valeurs malgré les choses horribles qu'ils vivent. Et si beaucoup adoraient Shane en disant qu'au moins lui avait tout compris dès le début, c'est aussi oublier qu'il s'est laissé happer par la folie et que s'il avait tué Rick, eh bien, on peut parier sans problème que tout le camp aurait fini par y passer. Shane aurait pu sans problème être à la tête d'un clan comme les Sauveurs. Il faisait semblant d'être un perso fort, alors qu'en fait, il était très faible. C'était pas un perso avec des valeurs. Il n'était pas dans la réflexion, mais dans la colère. Rick a toujours tué car il n'avait pas le choix ou parce qu'il devait protéger sa famille. Il a eu des moments plus noirs que d'autres, ok, mais il a toujours donné l'exemple. Toujours. Il a toujours essayé de garder cette part de justice et de cœur. Et la troisième leçon, c'est que les gens faibles seront toujours les personnes les plus dangereuses. Ce sont elles qui brisent les forts car on ne s'y attend pas, c'est insidieux et elles le font de manière cachée. Dans Walking Dead, comme dans la vraie vie, la dangerosité vient des gens faibles car ils feront toujours n'importe quoi, qu'ils soient en danger ou non.
Et ça pour une bonne raison, car ils n'ont pas de valeur. La peur leur fera toujours retourner leur veste et on ne pourra jamais leur faire confiance. Avoir des valeurs, c'est difficile car il faut les assumer. Il faut de la force pour ça, alors qu'un personnage faible se ralliera toujours aux idées du plus fort. On retrouve beaucoup ça en politique. Les persos faibles sont toujours des gens centrés sur eux, qui ne voient pas le monde autour d'eux et qui donc ne réfléchissent pas aux décisions qu'ils prennent et à leurs conséquences sur les autres. Comme mon ex. Ouais, j'ai réussi à la placer encore une fois. Ainsi, ils utiliseront toujours les gens autour d'eux comme bouée de sauvetage et ce sera à cause d'eux que beaucoup de gens mourront. Le gouverneur est un personnage très faible, il n'a aucune valeur. Il aurait pu garder sa communauté en vie et avoir toujours son statut de chef, mais il préfère tout mettre à la poubelle par vengeance. Il aurait pu ravaler sa fierté pour le bien de sa communauté, mais non. Ah, c'est dur d'être mature, Tout comme Negan. Et là, je vais me faire déchirer, mais Negan est en fait un personnage très faible à l'époque des Sauveurs. Je vais t'expliquer pourquoi. Il se cache sans arrêt derrière ses sbires, maintient son autorité par la peur de la mort ou du fer à repasser, ou en prenant en otage les gens. Les persos très faibles prendront le pouvoir par la manipulation, et non en donnant l'exemple comme Rick. Et ça pour le coup, niveau manipulation, il est très fort le Negan. Et c'est en prenant exemple sur Rick qu'il évolue enfin dans les saisons d'après. Negan n'a pas de valeur car il en présente deux, mais il ne les assume jamais. La première est que les abus sur les femmes sont interdits. Pourtant, il a plein de femmes chez lui qui sont consentantes, entre guillemets. La deuxième est que toute vie humaine est une force. Pourtant, il tue des gens à tout va et décide sans aucun problème de détruire la colline Alexandria. C'est dur d'avoir des valeurs car ensuite il faut les assumer. Eugène aussi, c'est un bon exemple. Alors pour lui, dans ce cas précis, il a eu de la chance car il n'est pas responsable de beaucoup de morts. Mais s'il n'avait pas enfin réfléchi aux gens qui l'entourent, eh bien il aurait été responsable de la mort de l'intégralité de ses amis. Et heureusement que Rosita lui a ouvert les yeux et lui a fait pousser des couilles car sinon ça aurait donné la pire fin d'une série. Je t'ai déjà dit à quel point j'adorais Rosita, Ah, j'ai une dévotion totale pour les persos forts car ce sont toujours des persos qui ont des valeurs. Si j'insiste sur Rosita, c'est parce que je trouve que c'est le perso le plus sous-coté de cette série. Personne n'en parle alors qu'elle est au même niveau qu'Abraham. Et tu vas me dire, Laurent, tu vas peut-être un peu trop loin les choses, tu imagines un peu ce que t'as envie, et pourtant, quelle est la phrase de la saison 8 ? Genre, THE phrase. Que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. C'est ce qu'elle disait. Non, vraiment, c'est ce que la mère de Siddiq disait. Tu sais, le mec que Karl a sauvé, et c'est là qu'il s'est fait mordre. Et c'est tiré du Coran. Tu vas voir, c'est important car dans cette saison 8, on conclut vraiment la série en martelant bien fort le message principal et en le faisant évoluer. Dans cette phrase, on parle de la colère, un sentiment qui est explosif si on ne le contrôle pas, ainsi que de la miséricorde, le pardon, qui là n'est pas un sentiment mais un acte réfléchi. Rick demande à ce que la réflexion, le pardon, passe avant l'envie, les sentiments qui sont des réflexes reptiliens. Mais le pardon demande de la force puisque c'est faire passer la réflexion avant son ego. Ainsi Rick fait l'acte qui demande le plus de force, pardonner à son ennemi. Ce sera la chose la plus forte qu'il fera dans cette série, ne pas en finir avec Negan. Il fait l'inverse de ses ennemis, les sauveurs sont tous motivés par l'émotionnel. Que ce soit la peur, la colère, etc. Ils réagissent tous de manière non réfléchie. C'est pour ça qu'ils avaient besoin d'Eugène, car c'est des trous du cul. Là encore, Rick montre exemple en faisant le premier, la chose la plus dure qui est d'épargner pour que les autres suivent son exemple. Car le message principal de la série est qu'il faut arrêter de nous entretuer car notre ennemi ce n'est pas l'autre, c'est les rôdeurs. Sous lecture, c'est la maladie. C'est pour ça qu'ils utilisent cette phrase sortie du Coran parce que les Américains, pour être ultra simplistes, leur ennemi depuis 70 ans, c'est qui ? C'est les rouges et c'est le Moyen-Orient. Pour les rouges, on retrouve ce que je te disais avec Glenn conduisant une voiture rouge, et là avec cette phrase sortie du Coran, t'as compris le concept. Le but est de vivre tous ensemble à égalité dans cette nouvelle civilisation que l'on construit, au lieu de continuer à répéter les erreurs passées en se tapant tous dessus. Aux États-Unis, c'est 3 millions de personnes par an qui meurent des suites d'une maladie. Et en comparaison, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est 400 000 soldats américains qui sont morts. Ça fait quand même une sacrée différence. C'est ça le grand message de The Walking Dead, Nous sommes de toutes couleurs, de toutes confessions, mais nous sommes tous humains, affrontant nos deux plus grands ennemis, la maladie, mais aussi nous-mêmes, en réagissant souvent de manière primaire avec la colère. Alors qu'on devrait voir plus loin, être dans la réflexion, le pardon, pour construire et non détruire. Mais tout ça nécessite évidemment une grande force et des valeurs. Un ennemi que tu épargnes aujourd'hui sera peut-être là pour te sauver la vie demain. Et oui, c'est frustrant que Rick épargne Negan, mais ça va totalement dans le sens de cette série et des personnages. Ça démontre encore une fois la force immense de Rick. Et ça permet de voir évoluer Negan ensuite, qui sera utile à la survie de nos héros.
Ainsi, c'est pour toutes ces raisons et surtout pour tous ces personnages que The Walking Dead est une des plus grandes séries de notre temps. Je n'ai pas les mots pour décrire tout l'amour, toute l'admiration pour le travail qui a été fait pendant plus de 10 ans. Ces personnages m'ont suivi et m'ont d'une certaine façon fait rêver et fait évoluer. Dans ce monde, ils trouvent ce que l'on cherche tous dans la vie. Des gens de tout horizon qui seraient prêts à se sacrifier pour nous. Des gens avec qui vivre et survivre en harmonie et en égalité. Une grande famille sur qui l'on peut compter. Des amis comme on n'en aura jamais et des déchirures lorsqu'un membre s'en va. Après plus de 10 ans, je repense à ce gars au lycée qui m'avait dit « Il faut absolument que tu regardes cette série ». Et il avait raison car elle m'a profondément marqué dans sa réalisation et ses idées qui mettent en avant l'essentiel de toute œuvre artistique, ses personnages. Et même si dans nos vies nous n'avons pas à affronter les rôdeurs, tout comme nos personnages, nous devons affronter la vie jour après jour. Rester debout malgré les embûches, les pertes et les douleurs. Dire adieu aux gens qui vivent dans notre univers et nous en reconstruire un nouveau lorsqu'ils représentaient tout. Si le dicton veut que chaque épreuve nous rende plus forts, il faut bien avouer qu'à force, elles finissent par nous détruire. C'est la difficulté de tout personnage du The Walking Dead, ne pas sombrer dans la folie malgré les épreuves, ne pas perdre ses valeurs face à des gens qui n'en ont pas. Tout comme nos personnages, la difficulté est de rester intègre malgré un monde qui perd ses valeurs. Et si ça va mal en ce moment, retiens bien qu'à la fin de toute chose, à la fin de tout deuil, à la fin de toute épreuve, il ne reste qu'une vérité absolue. On est de ceux qui survivent. Tu peux plus te conduire comme un gamin. J'aurais aimé que tu puisses avoir l'enfance que j'ai eue, mais c'est pas possible. Les gens que tu connais vont mourir. Moi, je vais mourir. Ta mère aussi. Et on n'est jamais prêt pour ce genre d'épreuve. Même moi, j'ai jamais réussi à l'être. Le mieux qu'on puisse faire maintenant, c'est essayer d'y échapper coûte que coûte, de pas se laisser surprendre. J'aimerais avoir quelque chose de mieux à te dire, quelque chose de plus profond. Mon père était doué pour ça. Mais je suis fatigué, fiston. Tu n'es jamais en sécurité. Peu importe qu'il y ait plein de gens autour de toi. Que le coin ait l'air tranquille. Peu importe ce que les autres disent. Peu importe ce que tu crois. Tu n'es jamais en sécurité. Il suffit d'une seconde. Une seconde. Et c'est terminé. Ne baisse jamais ta garde. Jamais. En fait, on est assez fort pour continuer à aider d'autres personnes. On est capable de s'en sortir si les choses tournent mal. On est assez fort pour pas avoir peur. Piqué. Collégramme. Bourré. Ratatan. On va tous rentrer chez nous maintenant. Ceux d'entre vous qui sont prêts à vivre dans la paix et la justice, en bonne entente avec les autres. Ce monde vous appartient de droit. Nous sommes la vie, et ça, c'est la mort. Et elle va nous emporter. Un nouveau monde commence. Tout ça appartient au passé. Il faut qu'il y ait quelque chose après. J'étais shérif. Je savais que c'était quelque chose de genre. Je te pardonnerai jamais de m'avoir obligé à faire ça. C'est ta faute, pas la mienne. C'est toi qui nous as fait ça. C'est ta faute, pas la mienne. C'est ta faute, chef. Je voulais pas. On est encore en vie, Rick. On a subi tellement d'épreuves, des épreuves qu'on n'aurait jamais dû endurer. Et malgré ces épreuves, ou peut-être grâce à elles, on a survécu. On est toujours là. Tous les deux. On est encore debout. Et on va rester debout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on peut faire en sorte que tout ça ait un sens? Nous sommes ceux qui passent à l'action. C'est toi qui l'as dit. Nous sommes ceux qui restent en vie. Mais c'est comme ça, non? Ceux qui restent sont ôtés par les morts. On est ce qu'on est. Et on fait ce qu'on fait. Parce qu'ils sont toujours là, dans nos têtes. Aujourd'hui, le monde entier est hanté. On n'a aucun moyen d'y échapper.
jusqu'à ce qu'on meure à notre tour.